Qu'est-ce qui déclenche une passion? Est-ce lié à la génétique, à l'apprentissage ou à la transmission? Pour la musique, c'est parfois des rencontres, des amitiés, un grand frère ou une grande sœur. Et pour les loisirs, on essaye, il y a parfois des opportunités qui vont changer votre vie. C'est ainsi que je me suis découvert une passion pour la radio. Puis, les accords entre les plats et la boisson. Comment un plat et une bière donnent une association si savoureuse? Je me renseigne, j'écoute des podcasts, je lis des livres et je découvre une personne passionnée qui milite pour donner à la bière les lettres de noblesse qu'elle mérite. Aujourd'hui, c'est Elisabeth Pierre qui s'assoit à la table de Saveurs. Les sardines grillées au barbecue avec les amis? La branche de céleri dans le jus de tomate au Canada? L'accord de la cerise avec le poivre de Timut? Notre alimentation est source de nombreux souvenirs et d'émotions. Plongez dans les souvenirs gustatifs des invités. Des mots, des aliments, des plats et des émotions. Une émission pour vous donner envie de passer à table ou au fourneau. Saveurs, à vos papilles, une émission qui vous fera saliver. Bonjour Elisabeth. Bonjour Lionel. Bienvenue chez Saveurs. Merci. Ton combat va bien au-delà du milieu brassicole. Dans Mordu, et ainsi que dans les livres que tu écris, tu mets en avant les productrices et les producteurs locaux, ainsi que ceux qui transforment et subliment les aliments. Comment est née ta passion et ton militantisme pour les artisans du goût? Comment est née ma passion et mon militantisme pour les artisans du goût? C'est une longue histoire. Mais je dirais que c'est d'abord et avant tout les coups de foudre et les coups de cœur sur les personnes. C'est d'abord des rencontres humaines. Et la particularité de ces rencontres, elles tournent autour bien sûr du goût. Alors quand les personnes sont par exemple des agriculteurs, des artisans, des brasseurs, des brasseuses, des producteurs d'orge, de malt, de houblon, c'est tout à fait dans cet univers de bière, mais au-delà c'est les fromagers, les producteurs de légumes, évidemment les pêcheurs, enfin voilà, tout ce qui tourne autour du goût et de l'alimentation solide et liquide, avec les gens qui sont derrière ces produits en fait. Est-ce que tu peux nous raconter ta découverte de la bière? Alors, ma découverte de la bière, elle est particulière parce que elle est à la fois un hasard de la vie professionnelle. Voilà, les différents méandres de la vie professionnelle m'ont amené dans l'univers de la brasserie en tant que salarié, au début de ce qu'on peut appeler en France la révolution brassicole des années 90. Et ce qui s'est transformé en passion, la passion au sens où ça procure une émotion, c'est ça dans ce sens-là du mot passion, c'est le fait que quand je suis rentrée dans la première brasserie dans ces métiers de brasserie qui était dorénavant le mien, j'ai eu comme une sorte de retour en arrière et tout d'un coup un flash spatio-temporel. Je me suis retrouvée, j'avais 10 ans. J'étais à Sochaux, je visitais la brasserie de Sochaux, qui était la brasserie à côté de mon collège. Et donc c'était une visite de collège, j'avais 10 ans et j'avais totalement oublié ce moment-là, totalement. Et ce sont les odeurs de la cuve de brassage que quand j'ai visité cette première brasserie dans cette profession qui allait être la mienne, c'était la brasserie Fischer à Schiltigheim, et avec Monsieur Debus. Et ces odeurs de malt chaud, tout d'un coup, ça m'a rappelé cette visite de brasserie. Et puis après, les odeurs de fermentation aussi. Ce qui fait que la passion, c'est quoi? C'est tout simplement qu'à chaque fois que je rentre dans une brasserie, je retombe en enfance. J'imagine qu'à 10 ans, on goûte pas la bière quand on visite, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a cette odeur du malt chaud. Enfin, il se passe quelque chose, quoi. Oui. Il y a une odeur un peu sucrée. C'est une odeur très gourmande. C'est l'odeur aussi du petit déjeuner que j'avais à cette époque-là, l'ovomaltine. Enfin bon, cette odeur je sais pas si ça existe encore. Mais c'était ce malt chaud avec ces notes un petit peu de noisette, un peu de caramel, un peu de chocolat. Enfin, c'est très très gourmand. Oui, très bien. Ça y est, on a faim. C'est parfait. Je t'invite à piocher un premier mot dans la première boîte. Très bien. Voilà. Je rappelle, donc, dans chaque boîte... Ah, il y en a plein. Wow. Donc, je rappelle pour nos auditeurs quand même que donc, dans ces boîtes qui sont devant toi, il y a des mots en lien avec les aliments et aussi avec la gastronomie. Voilà. Et donc, le premier mot... Ouais, c'est génial. Le citron, c'est génial. Le citron. Alors le citron, d'abord la couleur. Déjà la couleur jaune est ma couleur préférée pour plein de raisons. C'est la couleur de la joie, de la lumière, de la vie, et accessoirement il y a beaucoup de bières qui sont blondes, donc voilà, c'est aussi un petit peu ce qui évoque la couleur de la bière blonde. En tout cas la lumière et la joie. Et le citron, c'est le goût. Alors c'est le goût
la fraîcheur, l'acidité, et puis ça m'évoque tout de suite le citron. Pour moi, c'est tout de suite les huîtres. Ok. Alors les huîtres, le citron, tout de suite après j'ai une gauzée qui s'en vient avec une bière un petit peu sur l'acidité, évidemment le côté citronné, lactique et donc je suis partie sur un accord huître et gauzée, éventuellement même avec un ajout de citron dedans, qui va remplacer la bière, va de fait remplacer le citron qui pourra donc du coup ne plus figurer sur l'assiette d'huître. Il est dans le verre. Voilà, il est dans le verre, tout à fait. Ouais. Un souvenir d'un plat avec du citron ? Alors le citron, c'est tellement génial. J'ai une affection particulière pour la tarte au citron. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette base sablée qui est extrêmement douce, confortable un peu. Cet appareil à citron, c'est la recherche absolue et permanente de la meilleure tarte au citron qu'on puisse imaginer. Elle est toujours permanente, cette quête. Et puis quelquefois la plupart du temps, cette meringue qui surplombe tout ça et qui va apporter cette douceur, ce côté très voluptueux, ce côté très sucré, très doux. Ça fait 3 univers en une seule bouchée et c'est presque un accord, en fait. Oui, c'est ça. Il y a un côté beurré, gras, et il y a un accord de contraste avec l'appareil au citron, qui va ramener de l'acidité, de la fraîcheur, de l'acidulité, si je peux me permettre. Oui. Et on a ce petit combat qui se passe dans la bouche et qui est magique. Et avec ça, il faut évidemment une bière torréfiée, qui goûte le chocolat. Donc le citron, la couleur, la tarte au citron, l'accord avec l'huître. Dans un plat, le citron ? Alors dans un plat, c'est ce qui va réveiller, l'acidité va donner ce côté peps évidemment. Je reste sur l'univers de la mer parce que c'est impossible de manger le moindre poisson barbecue sans la petite pression du citron dessus. C'est ce geste-là, moi, qui m'évoque le citron, ce geste de presser le jus et d'avoir ce petit twist, ce petit peps qu'on va donner au plat, dans tous les plats, mais c'est vraiment la mer qui m'évoque tout de suite le citron. C'est l'univers de la mer, l'univers marin. Il y a le citron, mais il y a aussi aujourd'hui, c'est vrai qu'on découvre de plus en plus d'agrumes. On entend parler de plus en plus de la main de Bouddha, on entend parler de la bergamote, on entend parler voilà, il y a plein de fruits comme ça, d'agrumes. Est-ce qu'il y a un autre agrume que tu affectionnes particulièrement? Au niveau agrumes, j'adore le pamplemousse parce que pamplemousse et citron, ça m'évoque tout de suite les houblons. Alors, je suis irrémédiablement reliée à la bière, mais c'est tellement mon univers que ça peut paraître étonnant, mais citron, pamplemousse, mandarine et sont des univers qu'on trouve dans les variétés de houblon qui sont fort aromatiques et fort pratiqués aujourd'hui dans un certain nombre de recettes de bière par les brasseries. Et c'est très intéressant d'avoir les yeux étonnés des personnes qui goûtent pour la première fois une bière avec des houblons fruité, aromatique, sur les agrumes. Et oui, moi aussi, j'ai un faible pour les agrumes, j'avoue. Un accord avec une bière houblonnée avec des notes de pamplemousse, avec quoi qu'est-ce qu'on mange avec? Alors, je fais l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire en fait, on a une bière, qu'elle soit avec une dominante agrume, qu'elle soit acidulée ou qu'elle soit même aromatique et avec de l'amertume, mais j'ai tendance plutôt à aller sur une bière acidulée quand même qui goûte le citron ou le pamplemousse, donc plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui une sour, mais c'est une bière à dominante acidulée pour parler français. Oui. Et on est sur un accord extraordinaire avec une mousse au chocolat, avec un dessert au chocolat, enfin une mousse au chocolat, c'est parfait. Ok. Ah mais ça y est, j'ai plein de choses que j'ai envie de goûter maintenant. On parle des accords et tout ça, mais pour savoir accorder, il faut travailler son palais avant. Comment as-tu travaillé ton palais? Alors le palais, c'est un sujet très très vaste, ça, le palais, parce qu'il y a des personnes en atelier par exemple ou en formation, mais surtout en atelier, beaucoup de personnes qui n'osent pas s'exprimer sur ce qu'elles goûtent. Je réponds après à la question, mais ça m'a toujours étonné ce côté. Oui, mais moi je suis pas sûre, je vais peut-être dire une bêtise, je vais peut-être me tromper. Vous me dites non, mais ce que vous goûtez, c'est ce que vous goûtez vous. Votre palais, c'est votre palais à vous. C'est-à-dire que c'est notre outil à nous, à chaque personne qui est différent.
Et cet outil, et on a la chance d'avoir donc cet outil qui évolue bien sûr avec le temps, mais surtout qui se travaille. Et dans ce sens de travail, au sens plutôt, j'aime pas trop forcément le mot travailler le palais, mais entraîner le palais, tester aussi bien sûr. C'est aussi ce que je dis beaucoup aux personnes que j'accompagne soit en atelier, soit en formation. C'est la notion de faites-vous confiance dans ce que vous goûtez. Faites-vous confiance dans vos perceptions, dans vos sensations. Hein. Et le palais, donc, pour revenir à cette question sur le travail, est-ce que ça se travaille ? Oui, ça s'entraîne. Voilà, ça s'entraîne. Et c'est un exercice quasiment quotidien. Moi, je compare beaucoup la dégustation et l'apprentissage de la dégustation avec le piano. Je pense que c'est très comparable, pas seulement parce que je suis pianiste, mais aussi parce que on voit la différence quand on s'entraîne, quand on fait des exercices avec méthode de dégustation. Et c'est ce que encore une fois, j'insiste beaucoup sur cette notion de méthode en dégustation. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on avance, et en testant énormément également. Tester, essayer, oser. Et c'est comme ça que vous allez travailler votre palais. C'est comme ça que votre palais va vous apporter le plus de révélations finalement. Un exercice peut-être à conseiller aux gens pour entraîner leur palais ? Alors c'est très simple. Quand on parle du palais, on a déjà plusieurs notions, mais on va peut-être parler des saveurs, peut-être. En tout cas, ça vient tout de suite à l'esprit sur le palais. Puis après, on a toutes ces notions de texture, de sensation, d'intensité, etc. Mais pour tester, par exemple, uniquement une saveur, c'est tout bête, mais on parlait tout à l'heure d'agrumes et de citron et de pamplemousse. Il suffit de goûter un citron et un pamplemousse. Tous les deux sont acides, bien sûr, mais il y en a un qui est un tout petit peu plus amer que l'autre, et l'autre qui est un tout petit peu plus aiguisé, vif que l'autre. Donc voilà, c'est comme ça qu'on entraîne son palais. On ouvre son frigo, on ouvre ses placards et on goûte et on ferme les yeux. Oui, voilà. Ouais. Voilà. C'est comment, parce que c'est souvent un peu les gens, s'ils hésitent lors de la dégustation, c'est parce qu'ils ont peur des fois de dire une mauvaise réponse, alors qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Non. Et c'est vrai que le palais est aussi beaucoup lié, alors à ce qu'on a pu manger, mais lié à la famille aussi. Bien sûr. À l'histoire. Moi, je sais que pour avoir fait des dégustations avec d'autres, des fois, de ne pas sentir un goût de quelque chose, parce que c'est un aliment que je ne mange jamais. Et donc, on ne peut pas le retrouver, en fait. Si notre palais n'a pas eu l'habitude de le manger, votre palais, il va pas pouvoir le trouver comme ça, par magie, quoi. Si vous n'avez jamais mangé d'ananas de votre vie et qu'on vous donne un plat dans lequel il y a de l'ananas, vous ne pourrez pas le retrouver parce que vous n'avez pas ce marqueur qui est en vous. Ouais. Donc, goûtez. Si vous voulez aussi en savoir un petit peu plus sur les méthodes, alors il y a Nathan que j'ai reçu dans un épisode précédent. Lui, il a fait tout un travail aussi sur. Donc, pareil, on se dit ça c'est acide, ok. Mais est-ce que c'est un peu acide, moyennement acide, beaucoup acide ? C'est ça, l'échelle. Est-ce que c'est un peu, voilà. Il y a cette échelle-là aussi à travailler, je trouve intéressante, qui va nous permettre aussi d'accorder après justement les choses. Ouais. Est-ce que ma sauce elle est trop salée, pas assez salée ? Ça c'est pareil, c'est un autre entraînement. Et le palais, voilà, c'est c'est sans fin. Oui. Et c'est très important quand tu parles d'échelle et donc d'intensité, c'est très important parce que quand on dit par exemple d'une bière qu'elle est amère, ça veut rien dire. Elle est amère. Comment ? Elle est amère. Doucement amère, faiblement amère. Très fortement amère. Vraiment, c'est l'intensité, l'échelle d'intensité est vraiment majeure dans l'éducation du palais, oui. Donc d'abord les grandes saveurs, et ensuite l'échelle, et après les parfums. Voilà, bien sûr, les arômes qui sont évidemment, bien sûr, majeurs dans la dégustation en tant que telle, qui jouent un rôle à la fois déjà, avant même qu'on goûte, on sent. Hein. Et puis ensuite, en goûtant, évidemment, dans le palais, on a évidemment cette explosion d'arômes. Avant de piocher un second mot, j'avais une autre question. Comment tu aimerais que les gens parlent de la bière ? Avec des étoiles dans les yeux, tout simplement. Okay. Parce qu'en fait, ce qui me met en joie, c'est toujours la façon dont les gens sont surpris de découvrir des nouveaux goûts, se sont surpris d'associations, par exemple, toutes simples. Ça peut être des associations extrêmement simples. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des choses très, très compliquées. Comment ils en parlent? Comment j'aimerais qu'ils en parlent? Qu'ils en parlent tout simplement avec leurs mots à eux, en fait. Ce qui me gêne beaucoup, moi, dans cette
évolution de la brasserie en ce moment en France, mais c'est aussi dans d'autres pays, mais c'est surtout en France, je le perçois, c'est cette notion de devoir parler avec les mots qu'il faut utiliser absolument. Et ça, c'est une sorte de contrainte et qui donne un côté très, comment dirais-je, de connaisseur. Voilà, on est connaisseur ou on n'est pas connaisseur. Ben oui, mais les autres, ils aiment la bière. Pour autant, ils sont très amateurs, ils adorent découvrir, mais ils ne connaissent pas tous ces mots-là. Je pense notamment, évidemment, aux différents sigles qu'on utilise aujourd'hui maintenant pour dans la brasserie. Pour nommer un type de bière. Voilà, et au-delà des styles, et quand enfin on parle des styles, les styles, pas grand monde connaît. Donc les mots, dire d'une bière que c'est tel et tel style, ça ne donne pas une idée du goût de la bière totalement. Ça en donne une partie, bien sûr, mais pas totalement. Et c'est d'ailleurs, j'ajoute une chose, c'est qu'en formation aussi, il y a une chose que je dis à mes participants, qui tout de suite, quand ils goûtent, on est en dégustation, et ils goûtent une bière, et tout de suite, ils essaient de savoir si c'est un stout, un porter, ou une brown ale, ou un Schwarzbier. Mais on s'en fout. C'est surtout oublier tout ce que vous savez, puis on va commencer à essayer de savoir ce que nous disent nos sens. C'est globalement ce que je dis aussi aux participants dans les ateliers. C'est ça. C'est oublier un petit peu ce que vous savez. Donc, comment parler de la bière pour répondre à cette question de façon très... Déjà, c'est vraiment, voilà, parlez-en comme vous le sentez. Ouais. Quel goût elle a, de quoi, voilà, qu'est-ce qu'elle vous fait, à quoi elle vous fait penser, exactement, avec quoi vous avez envie de la manger. Voilà. Alors, tu as comme aussi dans Mordu et dans tes livres, on voit aussi une volonté aussi de remettre la bière à table. Oui. On a eu effectivement une révolution brassicole ces dernières années, très marquée quand même par les IPA, les NEPA. Bon, je reviens sur les styles, désolé. Ah non, mais c'est pas du tout sur les bières très houblonnées. Et tu as, toi, une démarche un petit peu différente, parallèle en tout cas, qui s'accorde très bien aussi avec toute cette révolution, mais qui est surtout une volonté de mettre la bière à table. Quel a été l'élément déclencheur? Comment tu t'es dit, mais c'est sur une table que doit être la bière? Alors, c'est une question vaste aussi, mais je vais essayer d'être brève sur deux réponses, deux directions de réponse. La première, c'est que je suis franc-comtoise et donc je suis gourmande, parce qu'en Franche-Comté, on aime le fromage, on aime les bons produits, et pas que, voilà, évidemment, bien sûr, au bord de la mer, je suis une amoureuse de la mer. Donc, tout ça pour dire que, donc, quand on est gourmand, on a déjà une appétence pour manger, pour apprécier les bonnes choses. Et la deuxième raison, c'est que quand j'ai démarré dans la brasserie française, ma mission était de redorer l'image de la bière et de faire en sorte que les médias parlent de la bière. Donc c'est assez marrant parce que évidemment aujourd'hui il y a quand même beaucoup de gens qui peuvent pas imaginer une seconde que ce soit possible une situation pareille. Mais c'était vrai. Et donc ma stratégie a été de dire aux brasseries présentes à l'époque, pour lesquelles je travaillais, de remettre la bière au centre de la table. Et donc de travailler avec des chefs et de solliciter des chefs pour travailler sur les accords et sur la bière en général. Et c'est comme ça que je suis tombée donc à la fois en même temps dans la marmite de bière et dans la marmite de cuisinier. Est-ce qu'on peut parler de bière gastronomique? Bien sûr, bien sûr. Il y a des bières qui sont prêtes, bien sûr, plus à la gastronomie que d'autres. J'aime beaucoup utiliser le terme de bière gastronomique, même pour un sandwich. D'ailleurs. Donc la bière à table, c'est une seconde nature pour moi en fait. Voilà, j'ai un côté militante aussi à ce niveau-là parce que j'entends encore tellement de fois la phrase « Ah bon, on peut manger avec de la bière ?» À chaque fois, autre chose qu'une choucroute. À chaque fois, je suis toujours étonnée. Ben oui, vous n'avez jamais mangé avec de la bière? Bah oui, une choucroute. Voilà, effectivement, oui, voilà. C'est toujours ça. Mais alors, vous allez voir. Mais ne serait-ce que les fromages, on va commencer par les fromages. Oui, on va d'abord piocher un deuxième mot. Ah bon? On va rester sur la première boîte. Alors, je pioche, je remue les petits papiers comme si ça allait changer quelque chose. Alors... Je rappelle qu'on a pioché le premier mot, c'était citron. Oh là là, alors là non mais c'est trop drôle. Je pioche le mot fromage. J'avais prévenu. J'avais prévenu qu'il y avait de la magie dans ces boîtes. C'est hallucinant. Petite fille de fromager, donc okay. Le fromage, c'est dans mes gènes. C'est une passion absolue. Et c'est pour ça que bière et fromage et bière, pour moi, c'est le Graal, quoi, en fait.
c'est trouver toujours autant de... On a tellement de fromage, on a tellement de bière, c'est presque une vie entière ne suffirait pas de toute façon. Un accord. Je suis désolée de reparler de ma Franche-Comté, mais le comté, le comté, avec notamment une bière fumée, c'est pour moi l'accord le plus magique qui soit, l'accord le plus intemporel qui soit, c'est-à-dire que partout on peut trouver donc du comté et des bières fumées. Après, tout dépend du comté, de l'affinage, de la saison. Tout dépend après des bières fumées. Est-ce qu'elles vont être fumées beaucoup, très normalement, faiblement? Voilà. Donc, c'est pas forcément tout de suite 100% réussi. Il faut que ça tombe sur le bon affinage et le Oui, il n'y a et pas la bonne un bière. affinage. Il faut vraiment qu'il y ait un accord C'est entre l'affinage et le fumé. Qu'est-ce qu'on appelle une bière fumée? Alors, une bière fumée, c'est une bière avec une recette qui comprend des maltes, un ajout de maltes fumées. Donc, ces maltes, ils ont été fumés généralement au bois de hêtre, en principe, majoritairement. Ils peuvent également être fumés avec d'autres essences de bois. Ça donne en général des arômes qui font penser à la charcuterie, au bacon, à la charcuterie, à la saucisse fumée, tout simplement, du Jura. Et on est sur des arômes qui sont également très très évocateurs de l'automne, de l'hiver, et donc des nourritures chaleureuses, on va dire ça comme ça, réconfortantes plutôt. Voilà, donc il me vient tout de suite là, c'est aussi du fromage, il me vient tout de suite évidemment l'association bière fumée et raclette, évidemment, bien sûr. Bière fumée, alors moi je pensais à de la tourbe au début. Mais oui, alors la bière, les maltes peuvent également être fumées à la tourbe, donc on appelle ça des maltes tourbées à ce moment-là. Ok. Et on n'a pas les mêmes arômes et les mêmes goûts sur des bières tourbées que des bières fumées, oui. Quel accord conseillerais-tu pour initier les gens au magnifique univers de l'accord des bières et des mets? Excellent, excellente question. Je partirais toujours de ce qu'ils aiment. Ok. Est-ce que vous aimez plutôt le chocolat ou est-ce que vous aimez plutôt les huîtres? On parlait des huîtres tout à l'heure. Est-ce que vous êtes plutôt viande, poisson, légumes? Enfin voilà. Donc je partirais déjà de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils ont envie d'aimer. Et à partir de là, on va tout de suite explorer finalement tous les possibles qu'il peut y avoir sur le plat en question ou le produit en question. Le produit en tant que tel, il faut que le produit parle déjà. Et puis il y a aussi une autre façon de procéder, ça dépend des saisons. Là tout de suite, en automne, donc on est sur les butternuts, les petits marrons, ce genre de choses. On est sur les champignons, donc évidemment qu'on va avoir des accords tout de suite qui vont s'imposer. Le gibier aussi, bien sûr. Donc je pense à un article de Mordu, c'est pour ça. Excuse-moi. Où on évoque, j'ai plus un accord avec une gueuse. Oui, si alors bien sûr, avec notamment une gueuse et puis aussi cette bière un petit peu aigre douce qui va si bien avec les gibiers et même les terrines de gibier, les saucissons de gibier, etc. C'est ce qu'on appelle en Belgique la rouge des Flandres et qu'on va appeler également comme ça en France, mais c'est généralement plutôt appelé avec une appellation plutôt francisée, on va dire. Donc, il y a plusieurs appellations possibles, mais moi j'appelle ça plutôt des bières aigres douces, quoi, en fait. C'est quoi le principe de fabrication d'une bière aigre douce? Alors, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs selon qu'on se situe en Flandre ou en France ou même en Angleterre. Donc, c'est le principe d'avoir une bière qui est jeune et qui est assemblée avec une bière vieillie en barrique. Et généralement, cette bière vieillie en barrique va avoir récupéré, si je puis dire, toute la richesse gustative et aromatique du bois, du tonneau. Donc, ces fameuses à la fois levures indigènes et puis ces tonalités qui vont du registre animal au registre un peu lactique ou au registre un peu beurré ou au registre un peu aigre doux, acétique. Donc c'est très très varié selon la méthode de fabrication. Hein.
Je pense que je vais sortir avec une grande liste d'accords de cette émission. Sur le fromage, donc on a parlé d'un accord raclette, comté. Un souvenir d'un fromage? Alors vraiment désolée, mais je vais rester en Franche-Comté aussi. Ah mais il faut, oui, j'ai rien contre la Franche-Comté, au contraire. Ah ben c'est le Mont d'Or. Le Mont d'Or. En plus, au moment où nous faisons cette émission, c'est la saison du Mont d'Or. Oui. On est en plein dedans. Donc le Mont d'Or, c'est à la fois comment dirais-je, extrêmement fondant, hein, très très crémeux, très un petit peu gras, mais en tout cas c'est surtout le mot fondant qui me vient à l'esprit, avec cette croûte et puis quand tu racles la boîte avec la petite cuillère et que tu as ces notes de résine résineuse, de sapin, de sève, t'es au milieu des sapins des Jura en mangeant ce fromage. Et donc le Mont d'Or est pour moi une poésie totale. Ce serait comment dire, le symbole gastronomique du Jura? Non, peut-être pas. Oui, je pense qu'il y a une vraie... En tout cas, il y a une part du Jura dans chaque Mont d'Or. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de terroir. Voilà, c'est ça, cette notion de terroir. Il y a les sapins qui sont présents. Il y a c'est très rustique aussi en même temps que ce fromage qu'on le mange. On peut faire aussi la boîte chaude. Hein, la boîte chaude, je sais pas si vous connaissez la boîte chaude. Si. Oui, la boîte chaude, c'est un. Mais on peut rappeler effectivement donc le Mont d'Or est un fromage quand même très souple. Oui. Et donc on trouve principalement dans une boîte, qui est vendue dans une boîte et qui a été sanglée. Il y a une sangle d'épicéa autour pour éviter qu'il s'enfuit. Et alors, c'est vrai on le mange souvent chaud. Oui. Je sais pas, mais il se mange aussi froid. Voilà. Par chez nous, on le trouve beaucoup chaud. Et c'est vrai que c'est délicieux. Ce qui est intéressant avec le Mont d'Or, déjà, et on l'a dit, il y a une saison du Mont d'Or. Et alors, moi, je trouve ça important. Je trouve que ça fait partie peut-être d'un des combats dans la gastronomie actuellement, mais c'est de rappeler qu'il y a des saisons. Il y a des saisons pour le fromage. Il y a des saisons pour le fromage de chèvre. En fait, surtout les chèvres n'ont pas d'agneau tout le temps. Ils ne font pas du lait tout le temps. Du fromage de chèvre tout le temps dans un étalage, ce n'est pas normal. Ce n'est pas naturel. Et justement, je trouve ça chouette que le Mont d'Or il ne soit autorisé à la vente que sur une période, parce qu'il correspond il y a une période de collecte du lait, et on ne fait pas du Mont d'Or tout le temps. Et pour avoir l'appellation Mont d'Or, il ne peut être vendu, alors je crois que c'est jusqu'au 15 mars, j'ai plus la date de départ, je crois que c'est 15 octobre, 15 mars. Ouais, voilà. Comme ça. Et je trouve ça chouette, que justement, que ce Mont d'Or, en plus d'être délicieux, il véhicule aussi une information vis-à-vis de la nature, vis-à-vis du respect de la nature et des saisons, qui est très très importante, qu'on a tendance à oublier. Les tomates toute l'année, ça n'existe pas. Le fromage de chèvre toute l'année, ça n'existe pas. Le Mont d'Or non plus. Et c'est chouette. Il faut respecter les saisons. Ouais. Voilà. Désolé pour ce petit aparté. Non, mais c'est important. Les fromages ont des saisons, bien sûr. Comme les légumes, comme les fruits. Les fromages ont des saisons, bien sûr. Et alors, une recette de Mont d'Or. Comment on mange le Mont d'Or Comment Elisabeth Pierre mange le Mont d'Or? Comment je mange le Mont d'Or? Je fais un petit trou dedans. Je mets un peu de bière fumée. Je le passe au four. Mais pas forcément toujours comme ça aussi, mais ça j'adore. Voilà. Ok, j'adore. avec de la bière fumée dedans. Alors chez nous, on nous dit qu'il faut mettre du vin blanc. Bien sûr. Du Jura, ça marche aussi, mais bière fumée, ça marche aussi. Ok. Oui. Et après, des bouts de pain, des pommes de terre. Alors du pain, bien sûr, un bon pain avec une bonne croûte grillée, et puis des pommes de terre, et tu verses bien sûr ton Mont d'Or, ou tu trempes ta pomme de terre dans le Mont d'Or. Enfin, il y a plein de techniques. On fait comme on veut en fait, mais l'important c'est qu'on se régale. On reste en fait quand même dans cette grande famille de la fermentation. Le fromage, c'est de la fermentation. La bière, c'est de la fermentation. Oui. Le pain, c'est de la fermentation. Ouais. Beaucoup de choses sont liées à la fermentation. On l'oublie des fois, mais c'est essentiel en tout cas dans le processus de fabrication. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup dans ton magazine, dans Mordu. Est-ce qu'il y a des domaines, je sais pas moi, des plats ou de fermentation que tu as découvert ou sur lesquels tu as aussi eu des coups de cœur qui sont peut-être moins connus que le fromage, le pain et la bière? Mais en fait, il y a énormément d'aliments qui sont fermentés. La fermentation, c'est la base même de notre, je dirais, nourriture de l'humanité, quasiment, puisque c'est en fait à la base la fermentation, c'était le moyen de conserver les aliments. Donc on a entre autres, mais
c'est un mot qui est pas forcément. Ce que je veux dire, c'est que c'est un mot qui est un petit peu réducteur dans la façon dont les gens l'appréhendent quand on entend le mot fermentation. Un peu moins aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus justement de personnes et qui militent et qui travaillent et qui parlent de la fermentation. Dans ma revue, tu disais très justement que j'en parle beaucoup parce que il y a ce triptyque pain, bière, fromage qui pour moi est vraiment la base, le fil directeur du magazine. Mais au-delà, j'ai une experte de la fermentation qui est coréenne, qui écrit dans Mordu et qui près de ce qui est de la fermentation. Et je me souviens d'un article qu'elle a écrit l'année dernière, qui est avec un titre qui me parle énormément et qui peut-être résume ce mot fermentation, c'est « Il fait bon vieillir en automne ». Alors j'invite les auditeurs à se procurer ce numéro de Mordu d'automne 2023 qui est juste énorme parce que cet article est fantastique. Il dit tout. Elle explique, c'est Luna Kyung, elle explique la connexion entre le mot humus et le mot homme. C'est le même. C'est la même racine, humus et homme. Donc c'est la terre. J'irai me replonger dans ce numéro. On parle donc fermentation, on a un plat fermenté, peut-être. Le kimchi. Le kimchi. C'est ce qui me vient, mais il y a aussi bien sûr tous les choux fermentés entre guillemets de culture culinaire française. Donc on a parlé tout à l'heure de la choucroute. Mais on oublie que la choucroute c'est du chou fermenté. Bien sûr, c'est du chou fermenté. Voilà. Oui, bien sûr. Le premier chou fermenté pour nous, c'est la choucroute. Bien sûr. Oui. Et c'est alors tout ce principe de fermentation aussi, c'est intéressant, c'est de pas oublier que effectivement, la fermentation, elle était là aussi pour conserver les aliments. C'est ça. Typiquement, en gros, on élève une culture, une levure, qui vont se développer et qui vont occuper le terrain. En fait, les bactéries, les aliments ont horreur du vide. C'est-à-dire que si on désinfecte complètement, c'est là où on risque le plus d'avoir une infection. Oui. C'est le principe, malheureusement, des maladies à l'hôpital. En fait, tout est désinfecté. Et c'est là où on retrouve des staphylocoques dorés qui vont se développer. Des staphylocoques dorés, il y en a partout. Il y en a dans le lait, il y en a dans les prairies, chez nous, il y en a partout. Mais en fait, ils ne se développent pas parce qu'il y a des bonnes bactéries qui occupent la place. Voilà. Mais c'est important aussi, effectivement, bactéries est très connoté de manière péjorative, alors qu'il y a plein de bonnes bactéries qui sont très très importantes pour l'humain. Oui. Voilà. On pourra en parler des heures et des heures de tout ce domaine-là. J'avais envie aussi de parler peut-être juste un point sur la fermentation. La notion on parlait du pain, de la bière et évidemment du fromage, mais pain et bière, c'est les deux versants d'une même levure, d'une même famille de levures. Cerevisiae, qui est en fait le pain, ce qu'on appelle le pain liquide, c'est la bière, et le pain solide, c'est évidemment le pain. Et on a aujourd'hui une connexion de plus en plus importante, et ça me fait vraiment plaisir, entre les boulangers et les brasseries. Les brasseurs, donc les boulangers, les productrices de pain et les brasseuses et les brasseurs, avec des bières au pain, avec également des bières avec des levures de boulanger, et puis évidemment bien sûr des pains faits avec des drèches de brasserie. Oui, c'est vrai. Oui. Voilà, donc c'est deux univers qui sont intimement liés au-delà de la fermentation. Le temps file. Et on va piocher un mot dans la deuxième boîte. La deuxième boîte. C'est l'heure d'aller dans la deuxième boîte. Voyons. Alors, donc on a eu le citron, on a eu le fromage, et donc la deuxième boîte qui est plus liée sur la gastronomie, les techniques de cuisine, les saveurs. Oh là là, jus et sauce. Ouais, c'est génial. Jus et sauce. Waouh. Alors jus et sauce, déjà c'est les liants, c'est les liants évidemment dans les recettes, mais au-delà de la cuisine, j'ai envie de dire quel est finalement l'atout des bières dans les jus et les sauces finalement, parce que je suis peut-être pas forcément la mieux placée pour parler des jus et des sauces, mais en tout cas des jus et des sauces avec la bière, oui peut-être. C'est plus mon domaine. Moi j'aime beaucoup les mijotés, tout ce qui va être dans les plats mijotés, donc les cuissons lentes, avec des bières qui vont aider justement qui vont renforcer cette caramélisation, ce côté un petit peu caramel, voilà, et qui au final va aussi apporter contribuer à
la saveur umami, voilà, au final, dans les sauces. Donc, là, j'ai pas de sauce qui me vient tout de suite, là, mais c'est vraiment des choses qui vont être en cuisson lente, avec bénéficier de bières qui vont être plutôt avec des maltes caramélisés, grillés, voire torréfiés. Moi, je vais me permettre la carbonade. Ah ben bien sûr. Bien sûr. Carbonade flamande. Bien sûr. Voilà. Carbonade. Là, je pense qu'on y est. On retrouve l'umami dans la carbonade? Ah ben bien sûr, bien sûr. C'est un ensemble l'umami. Il y en a qui disent effectivement que ça peut être aussi une sorte de symbiose de l'ensemble des saveurs. Moi, je trouve que c'est vraiment une saveur à part entière parce qu'elle elle contribue à ce côté tapissant dans le palais. Elle donne ce côté un peu confort, un peu voluptueux, un petit peu, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, surtout tapissant. Et il y a une certaine épaisseur aussi dans l'umami. Voilà, donc c'est toutes ces sauces qui sont faites avec des bières et la carbonade. Et bien sûr, la viande qui est fondante avec cette cuisson lente. Alors, c'est vrai on parle des accords de la bière avec les plats. On parle aussi de l'accord du plat avec la bière. Le chemin est différent. Et on parle aussi de la bière dans le plat. Effectivement. Oui. On cite la carbonade. Est-ce que un autre plat dans lequel on retrouve de la bière pour la cuisine? Alors, j'aurais du mal à en choisir un parce que en cuisine, c'est une tentation quotidienne d'utiliser la bière en cuisine. Je pense notamment tout de suite à des réductions, par exemple. Tu fais griller un produit, que ce soit un poisson ou de la viande, ou voilà, pour déglacer, par exemple. Pour déglacer, tu vas utiliser, selon la viande ou le produit que tu as fait griller, tu vas utiliser une bière différente. Je pense tout de suite à, par exemple, des foies de volaille, par exemple. C'est tout bête, une salade de foie de volaille, là, tout de suite, t'as envie de déglacer ta poêle, ben, tu utilises par exemple, une rouge des Flandres, ou une bière à la griotte, ou une bière, je dis griotte, mais ça peut être cerise. Enfin, une cerise, ou une bière également ambrée, caramélisée, va faire l'affaire aussi. Voilà. Et ça va se mêler au sucre de la cuisson de la viande, et ça apporte un petit truc en plus au niveau aromatique, au niveau texture aussi, au niveau de la sensation en bouche. Voilà, méthode d'utilisation, là, tout de suite, le déglaçage. Voilà, par exemple. Mais donc, on a parlé des sauces. Il y a évidemment, bien sûr, les réductions aussi. Il y a, par exemple, en pâtisserie, tu vas faire des imbibages avec de la bière. Alors, le baba au rhum, moi, c'est le baba à la bière, évidemment. Ok. Ah. Bon, faut pas me lancer sur la pâtisserie, hein. Là, c'est un vaste sujet. On n'a pas trop parlé de la pâtisserie. Moi, il y a un autre sujet aussi que j'aurais aimé aborder. On le voit aussi, c'est un sujet qui est abordé de plus en plus dans Mordu aussi. C'est toute la partie cidre et poiré. Et comment ça se passe entre la bière, le cidre, le poiré? Est-ce que tu as quel est ton regard sur ça aussi? On sent actuellement un mouvement, enfin, je trouve aussi autour du cidre et du poiré. J'ai eu la chance de recevoir une productrice vendéenne qui s'est lancée aussi dans le cidre et le poiré en Vendée. Et c'est pareil, je trouve. Alors, le travail est différent parce que le verger, il est là toute l'année. Le brassage, c'est différent. On reçoit le malt, il y a un travail plus en brasserie. Voilà, mais toi, ta position par rapport au cidre, enfin, aujourd'hui, où c'est quelque chose que tu affectionnes, que tu défends aussi, c'est... Ah, totalement. Alors d'abord, c'est également, bien sûr, une boisson fermentée, avec une variété de pommes extrêmement différentes et bien évidemment d'autres fruits que la pomme, et à tel point qu'il y a une rubrique cidre dans Mordu qui est tenue par Dominique Hutin, donc chroniqueur bien connu, et on va profiter de ce savoir-faire, de cette connaissance liée au cidre pour justement ouvrir les champs de dégustation, parce que j'ai juste sur le cidre envie de témoigner d'une dégustation que nous avons faite, Dominique et moi, sur les cidres artisanaux, les cidres de ferme et des lambics. Et en fait, c'est très, très, très proche. Les deux. Et à l'aveugle, c'est extrêmement difficile sur certains produits de déceler si c'est un lambic ou si c'est un cidre. Donc on va entendre parler du cidre et du poiré. Bien sûr. Super. Et des femmes et des hommes qui produisent. Bien sûr.
On va piocher un dernier mot dans la deuxième boîte. Ouais, toujours dans la deuxième boîte. On a eu les sauces. C'est un sujet qui touche beaucoup les cuisiniers. Dès qu'on parle des sauces, les réductions. J'adore le mot que j'ai. Le mot que j'ai pioché, c'est le mot apéritif. Alors vraiment, ça c'est incroyable parce que l'apéritif ne se conçoit absolument pas sans bière, évidemment. À mon sens. C'est-à-dire que... C'est un mot qui... Oui, c'est vrai que quand on parle apéritif, on pense souvent bière. Bien sûr. Alors, il faut revenir juste l'étymologie du mot apéritif, c'est quand même ce qui met en appétit, ce qui ouvre l'appétit. Et le mot apéritif et appétit, d'ailleurs, est assez proche, mais c'est marrant parce que l'apéritif, finalement, ouvre l'appétit. Et la bière a cette phénoménale... comment dirais-je caractéristique, capacité, d'ouvrir l'appétit. Alors, un apéritif idéal, immédiatement comme ça, évidemment, on pense à une pils qui est à la fois équilibre sur l'amertume et la céréale, et très rafraîchissante et légère. Donc, un petit mot sur la pils. Une pils, oui. La pils, c'est un peu mon style préféré, finalement. La pils, c'est peut-être le style de bière qu'on a le plus sur la planète, mais qui est peut-être un petit peu dénaturé de par son amertume qui est quelquefois extrêmement peu présente. Une pils, ça doit être une bière amère. Une pils, le mot vient de la ville de Pilsen en République tchèque. C'est le 1842, c'est la première bière blonde de fermentation basse qui a été créée. Et la caractéristique, c'est une bière donc sèche, amère et céréalière en diable, puisque au niveau aromatique, on a des effluves de miel, de baguettes de pain, de mie de pain, des choses comme ça. C'est indispensable d'avoir une pils à l'apéritif parce que c'est léger, avec il y a énormément de choses qui sont à marier avec la pils, mais au-delà de l'apéritif, avec la pils, on a aussi la capacité de penser à quelle bière on va mettre avec quel type d'apéritif qu'on va proposer. Je pense tout de suite aux olives noires et je peux pas résister à partager une expérience dont j'ai fait profiter quelques personnes dans un atelier la semaine dernière avec des olives noires, et c'était une Black IPA, en fait. Donc une Black IPA, c'est quoi? C'est pas du tout, on est à des années-lumière d'une pils, c'est une bière noire. Donc elle est autant la pils est blonde, autant la Black IPA est noire, et c'est une bière très amère également. Donc torréfaction plus amertume avec les olives noires, c'est une splendeur. Et donc ça aussi c'est très bon à l'apéritif. Donc on va pas forcément avoir des choses très arrêtées sur l'apéritif. On a un champ de choix possible pour l'apéritif en bière et en produits qui est là aussi énorme. Mais j'ai quand même une affection particulière pour la pils avec ça peut être, moi j'aime beaucoup les petits légumes fermentés. Merci. Par exemple. Petits pickles de chou-fleur, de courgettes, avec une pils, ça marche très bien. Ouais. Comment t'es venue l'idée de créer le magazine Mordu? Alors l'idée de créer le magazine Mordu, c'était un petit peu de la même façon que j'ai commencé à écrire des livres. C'était un peu le même type de contexte. J'étais en train d'assister à un marathon de bière en Belgique, et je parlais avec quelqu'un qui avait créé le magazine Belgian Beer and Food à l'époque, et je lui disais mais pourquoi on ne ferait pas ce magazine-là en français? Et il me dit ah oui, tu crois? Je dis bah oui, pourquoi pas. Allez, on a embarqué. Et puis lui, il a quitté l'aventure très très vite après. Et moi, j'ai racheté le magazine et j'ai repris. Et ce magazine, je l'avais appelé donc Bière Aimée au pluriel. Et je trouvais qu'il y avait un petit peu ça enfermait d'une certaine manière tout le champ des possibles au niveau éditorial, au niveau rédactionnel. Et moi, je préfère ouvrir la bière à tout ce qui peut être autour d'elle et la mettre au centre de tout finalement. Et donc, j'aime bien la notion de mordre dans la vie. Il y a cette notion de croquer aussi. Il y a cette notion de quand on est mordu de quelque chose, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, j'ai trouvé ce mot. Ça résumait bien
l'esprit dans lequel je voulais travailler cette revue, ce magazine, et la bière est le fil rouge, mais pas que. Mais pas que, ouais. Non, c'est vrai qu'on sent. Alors, on peut le lire sur les derniers, sur les derniers. Parce qu'effectivement, le cidre, on a parlé, tout l'univers de la fermentation, de la gastronomie, des producteurs. Voilà, ça permet aussi d'ouvrir le champ, le spectre des sujets évoqués dans le magazine. Ouais. Et toujours des sujets de saison, toujours. Les produits proposés par notamment Sonia Esgulian, qui est une auteure prolifique sur le sujet, qui nous fait bénéficier de ses recettes incroyables. Mais c'est un magazine qui est à la fois intemporel parce qu'il touche à des sujets permanents, mais temporel parce qu'il est à chaque fois centré sur les produits de saison. Exactement. J'ai une dernière question que je pose à tous les invités. Tu es au restaurant, le menu de tes rêves. Tu es en salle, en cuisine, une brigade prête à confectionner les meilleurs plats, une entrée, un plat, un dessert. Alors, je vais peut-être me répéter, mais en entrée, c'est les huîtres et la bière. Voilà, un plateau d'huîtres, une assiette d'huîtres, un plateau de fruits de mer, peu importe tout ce qui vient de la mer. En entrée, c'est vraiment les produits de la mer, tout de suite. Les huîtres, particulièrement. Avec une gauzée. Avec une gauzée, ou avec une pils, ou avec une Weizen, une bière de blé un peu citronnée, ou même avec une rouge des Flandres, une aigre douce, qui va remplacer même le petit pot d'échalote. Il y a, ou un stout, ou un porteur. Donc il y a tellement de possibilités, oui, ça dépend des huîtres. C'est peut-être pour ça ton amour de l'huître, c'est parce qu'en fait, elle se marie bien avec beaucoup de bière. Oui, ça dépend des huîtres aussi. Oui. En plat, j'aurais tendance à aller quand même vers un plat. J'aime beaucoup la volaille. J'aime beaucoup les champignons. Donc j'irai vers une volaille, une croûte aux champignons, mais qui est agrémentée de volaille aussi. Donc, pour faire un choix là comme ça, allez, la croûte aux champignons. La croûte aux champignons. Alors, la croûte aux champignons, c'est en fait, c'est crémeux parce qu'il y a beaucoup de crème. Des champignons de saison, voilà. Donc, on va plutôt manger ça en automne. Pas que non plus, parce que quand on met des morilles, on utilise quand même préférentiellement des morilles séchées, donc on peut le faire un peu toute l'année. Et puis ce côté croûte, ça veut dire que soit tu mets au bord de ton assiette une tranche de pain grillé juste sortie du grill, ou vraiment ce qu'on appelle la croûte en tant que telle, c'est-à-dire ce feuilletage qui va enrober, qui va entourer les champignons. Donc c'est un plat très gourmand, c'est un plat de mon enfance. On l'accorde avec une bière ? Bien sûr. Alors oui, alors c'est vraiment tout de suite aller vers des choses un petit peu qui vont aussi combiner le côté souvenir. Donc moi j'aime bien j'en ai goûté en plus il y a pas très longtemps, mais des bières avec des bières au sapin. Voilà, des bières au sapin, c'est plus les Vosges, mais il se trouve que c'était des bières vosgiennes que j'ai goûtées, qui vont très très bien apporter ce petit côté résineux en plus à ce plat qui est à la fois crémeux et avec des textures de champignons très variées. Mais ça peut être aussi tout simplement, parce que c'est pas facile de trouver une bière avec du sapin, tout simplement une belle bière ambrée, bien légèrement torréfiée, pas sucrée du tout, donc avec une petite amertume. Là tout de suite, j'aurais envie d'une bitter, mais on n'en trouve pas en France. Avis aux brasseuses et aux brasseurs en France, faites-nous des bitters, s'il vous plaît. Le message est passé. Il nous reste un dessert à choisir. Ah oui, le dessert. Alors, le dessert. Une pâtisserie, autre chose. Alors, ouais. J'en ai tellement qui me viennent là tout de suite. Là, il faut que je fasse un choix. Le riz au lait. Alors,
Le riz au lait, c'est pareil, c'est mon dessert de l'enfance. C'est marrant, parce que j'avais tellement de desserts qui me venaient là à l'esprit. J'ai choisi le riz au lait. Le riz au lait, c'est régressif, c'est totalement. C'est un pouvoir de te ramener en enfance incroyable. On note, mais ça, c'est pour tous les invités de Saveurs, et c'est le cas aussi pour moi. En fait, l'enfance, c'est quand même une partie très importante, dans la construction du palais. Il y a des marqueurs qui s'installent pendant l'enfance, qui sont là pour la vie. Totalement. Et c'est là où on note la puissance du souvenir gastronomique, aromatique. Le goût d'un riz au lait de notre enfance nous accompagnera toute notre vie. Et j'ajouterais que j'ai eu de la chance parce que j'en ai justement mangé il y a quelques jours. C'était mon anniversaire et mon fils m'a fait une surprise. Il m'a fait du riz au lait. Il est pâtissier. Très bien. On attend sa recette. S'il veut nous envoyer sa recette. Et vraiment, il était magnifique, son riz au lait. Il m'a vraiment transporté de joie. Parce que c'est rare quand même de réussir à rivaliser avec le riz au lait de l'enfance. Donc chapeau. Voilà, très bien. On arrive à la fin de cet épisode. Merci pour cet épisode qui, je l'espère, donnera envie aux gens de découvrir la bière artisanale et ses accords. Je rappelle que tu es auteure et rédactrice en chef du magazine Mordu, ainsi que de nombreux ouvrages sur la bière artisanale et sa dégustation. Pour ceux qui souhaitent s'abonner, vous pouvez vous rendre sur mordumagazine.com ou sur bierissima.com pour tout ce qui touche à la formation, à l'expertise et au conseil. Merci Elisabeth. Merci beaucoup Lionel. Je remercie également toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser cette émission. Vous pouvez suivre les aventures de Saveurs sur les réseaux sociaux. On se donne rendez-vous dans un mois et d'ici là, je vous invite à vous plonger dans les épisodes précédents. Si vous souhaitez soutenir ce programme, vous pouvez laisser un commentaire sur les plateformes de podcast et mettre 5 étoiles. Je vous souhaite un bon appétit, de bons repas et de jolis plats. À bientôt.